Voilà la salle, donc je vais prendre les questions. Monsieur, vous aurez la parole en premier. On va prendre 3 questions. Oui, oui, bonsoir. Merci de votre présentation et je profite de votre nationalité et de votre venue pour aller un petit peu plus loin sur les pays baltes. Y a-t-il une vraie possibilité d'autonomie stratégique pour l'Europe vis-à-vis des pays baltes? Comment éviter une aventure russe comme en Crimée ou en Ukraine? Et puis un autre voisin très proche, comment régler à long terme le cas de l'enclave de Kaliningrad? Merci. Est-ce qu'il y a... Je prends d'autres questions. Monsieur, qui est au centre, là. Je crois qu'il y a là, devant. Bonsoir, je voudrais aborder le problème de la Crimée, qui envenime depuis longtemps les rapports entre la Russie et l'Europe. Je rappelle quand même que la Crimée a été prise par Catherine II, je crois, en 1780, et que pendant 2 siècles, la Crimée a été un territoire russe avec une population qui parlait russe. Et est-ce qu'il ne faut pas tout simplement oublier ce problème de la Crimée, parce que la Crimée a été rattachée à la Russie, je crois, en 1954, par Khrouchtchev, qui était ukrainien, tout simplement pour des problèmes de politique intérieure en Union soviétique. Donc est-ce qu'il ne faut pas oublier ce problème de la Crimée, qui reste un territoire, je pense, russe, avec une population russe? C'est oublier la Crimée, mais pas le Donbass. Je pense que c'était ça votre question. Oui, mais enfin, voilà. C'est pas tout à fait la même chose. On va passer la parole à monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Thank you, Martin, for your presentation. Merci, Marcin, de votre exposé. Vous avez parlé de la Russie. Ici, en France et au Royaume-Uni, vous avez des navires russes qui croisent non loin de la Manche. Est-ce que l'Union européenne pourrait proposer, je ne sais pas, des perspectives à court terme, mais également à long terme? Parce que, bon, il y a la question immédiate de la Russie, mais à plus long terme, il faut pouvoir rester crédible. Et la crédibilité de l'Europe ne peut pas s'appuyer uniquement sur les États-Unis, parce que si vous voyez de nombreux pays, les meilleurs alliés des États-Unis, on voit qu'on peut perdre ses meilleurs amis du jour au lendemain. Donc, il faut une certaine crédibilité pour pouvoir avoir nos propres moyens et ne pas, à défaut d'être une puissance à part entière, pouvoir équilibrer ou pouvoir trouver équilibrer les relations entre la Russie et les États-Unis. Je demande aux étudiants qui ne sont pas partis en vacances, il y en a quelques-uns, de penser à leurs questions. Alors, Marcin en premier, puis après Jean-Pierre. Vous choisissez un peu les questions comme vous voulez répondre, dans l'ordre. Oui, alors les républiques baltes. Alors, sur un plan militaire, le problème des États baltes, c'est que, en raison de leur géographie, c'est une région très difficile à défendre. Le sommet de Varsovie de l'OTAN se proposait d'empêcher à la Russie d'utiliser ce facteur, disons, géographique, en créant ce groupe multinational tampon. Bon, vous avez en Lettonie, en Estonie, ce groupe, enfin c'est des forces de combat qui ont été déployées dès 2017, et l'idée était que s'il y avait une attaque sur les États baltes, l'OTAN interviendrait. Enfin, ils ont une capacité certes limitée, puisqu'il n'y a qu'un millier de soldats au sol, mais donc une capacité limitée. Les premières mesures ont été prises, mais un scénario à la criméenne paraît à peu près exclu. Pourquoi? Parce que vous avez donc une présence internationale qui rappelle qu'on a affaire ici à des membres de l'OTAN. Bon. Moyennant quoi, et vous avez évoqué Kaliningrad,
ben, c'est le plus gros porte-avions qu'on puisse imaginer. Hein. En tant qu'enclave, c'est en même temps la région la plus militarisée de la Russie. Donc vous avez affaire à, enfin, c'est en soi un noyau militaire. La Russie d'ailleurs a renforcé ses moyens. Et lorsqu'on dit que la Russie va déployer des missiles sur Kaliningrad en raison de ce que fait l'OTAN, en réalité, si vous lisez les documents stratégiques de l'OTAN, c'était prévu depuis longtemps puisqu'il était prévu de remplacer les anciens missiles par la nouvelle génération des scans. Donc la présence, enfin, la menace russe reste bien entendu la plus importante. Donc l'usage, la position de Kaliningrad comme prétexte pour déclencher un conflit, parce que différents scénarios de déclenchement peuvent être imaginés. Après l'Ukraine, vous avez l'annexion de la Crimée, on pourrait se dire, voilà, on se sert des minorités russophones des États baltes pour déclencher des émeutes, et ensuite la Russie interviendrait pour déclencher le conflit, en fait. Bon, là, on nous dit que la Russie devrait aller en Lituanie pour protéger Kaliningrad, ou en Pologne pour protéger Kaliningrad, parce que il y a un couloir comme celui que Hitler avait cherché à créer en 1939, un couloir donc entre cette région et le territoire allemand à l'époque. Donc là, ce scénario du couloir aussi est évoqué. Quant à savoir si c'est un conflit à limiter aussi bien géographiquement que dans le temps, on peut espérer en tout cas que ce conflit ne se déclenche pas, mais si on n'a pas la crédibilité de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis dans cette région, c'est-à-dire la volonté de défendre cette région, ça serait peut-être une invitation à l'agression. Et d'où la question sur le nombre de troupes et le nombre de forces nécessaires sur le flanc Est. Et c'est ce qui s'est discuté en Pologne quand on s'est interrogé sur l'avenir de la présence américaine, puisque finalement c'est quand même la force de dissuasion la plus forte envers la Russie. Donc c'est en fait le plus gros problème, et c'est ce qui reste à faire, c'est-à-dire équilibrer en quelque sorte les mesures prises d'un côté par l'OTAN pour accroître, pour repousser les limites dans lesquelles la Russie pourrait gagner sur le plan militaire et poursuivre ses objectifs politiques, mais ne pas aller trop loin non plus, c'est ça l'équilibre, pour ne pas provoquer une course aux armements ou une escalade des tensions. Et puis au bout du compte, il faut une espèce de dialogue quand même. Il faut voir comment convaincre les Russes de parler de manière constructive, pas simplement avec l'OTAN, mais avec l'OSCE. Maintenant, pour la Crimée, ce que vous dites n'est pas faux. L'histoire de la Crimée est connue. Et c'est vrai que c'était essentiellement des Russes qui vivaient là et qui avaient une identité russe. Mais le problème de la Crimée, c'est que par rapport au droit international, c'était un territoire ukrainien. Donc ce qu'a fait la Russie sur le plan du droit international, c'est qu'il s'est servi du pouvoir, de la puissance militaire de manière très, très fine, puisque c'était une forme de guerre asymétrique avec des... c'est un État qui se sert des moyens de guerre asymétriques, mais enfin vous aviez quand même un territoire qui a été annexé. Il n'y avait pas d'insurrection en Crimée, il n'y avait pas de sécession, par exemple. Après 1991, dans d'autres régions, vous aviez des insurrections. En Afrique ou même dans les Balkans, vous aviez des mouvements politiques et des mouvements qui cherchaient l'autonomie. Alors qu'en Crimée, il n'y avait rien de tout cela, jusqu'à ce que la Russie entre et déclenche ce référendum. Et là, sur le plan politique et militaire, c'est quand même très différent de ce qu'on a vu ailleurs. Et puis, surtout, sur le plan du droit international, parce que là, c'est une violation quand même des principes fondamentaux. C'est la raison pour laquelle on s'y oppose. Évidemment, la Crimée avait une histoire qui la rapprochait davantage de la Russie que de l'Ukraine sur le plan historique. Quelque chose sur la Crimée ? Oui, sur la Crimée, puis peut-être aussi sur les pays baltes. Sur la Crimée, le problème, c'est qu'on a quand même une violation du droit international. Alors, c'est vrai que la Crimée était historiquement russe et peuplée russe, mais
on pourra jamais laver là aussi le péché originel du fait qu'on a une violation du droit international. Alors ce qu'on peut imaginer effectivement, c'est que si on arrive à régler la question du Donbass et de l'Ukraine en dialogue avec la Russie, bon, ça sera plus aisé, mais ça laisse toujours des traces, si vous voulez. Alors c'est vrai que la Russie a utilisé l'argument qui est injustifié et qui en même temps peut avoir un fond de vérité sur le fait que les Européens auraient fait la même chose avec le Kosovo, mais le Kosovo était quand même une question différente. Sur les pays baltes, moi je vois pas de risque en fait d'agression militaire sur les pays baltes. Le véritable problème, c'est plutôt effectivement tout ce qui est guerre hybride et utilisation des réseaux sociaux pour faire de la désinformation. Et là, il suffit effectivement qu'il y ait une question interne dans les pays baltes de l'utiliser, de la manipuler pour se retrouver dans une situation qui éventuellement pourrait être dangereuse dans les années futures. Je pense que c'est véritablement sur ces questions-là qu'il faut travailler de guerre hybride et de manipulation de l'information. Mais vous savez, ça c'est une question, c'est une forme, au fond, c'est devenu la nouvelle guerre asymétrique, cette question de la guerre hybride. Parce que finalement, ça ne coûte pas énormément cher d'essayer de manipuler de l'information, alors que développer un missile nucléaire, ça coûte quand même très très cher. Cela dit, les Russes font les deux, notamment sur C'est vrai, j'étais en train de me le dire tout en l'énonçant. Mais cela dit, bon, on habille du mot guerre hybride, c'est très juste, des actions de déstabilisation oui. Qui peuvent être polémogènes. La guerre, notamment sur notre continent, a été pavée par l'instrumentalisation de questions comme le nationalisme. Aujourd'hui, ce sont d'autres questions politiques qui sont instrumentalisées, mais qui peuvent, hélas, aboutir à la même chose. C'est vrai, mais on a des moyens, si je puis dire, maintenant massifs, ce qui était peut-être moins le cas autrefois. Là, ça a toujours existé, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Et on le voit aujourd'hui, je vais faire une comparaison, qui normalement ne devrait pas avoir lieu d'être, mais comme on est ici dans un amphithéâtre, comme tu parles d'étudiants, nous aussi on a des étudiants à l'IRIS, et on s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile, et en tout cas on fait extrêmement attention de travailler sur la méthodologie de recherche de nos étudiants, parce que des sources d'informations qui sont fausses et mauvaises, mais c'est tellement facile d'en avoir. Et là, quand vous avez des étudiants qui vous prennent des sources qui sont mauvaises avec des informations qui sont fausses, vous n'allez pas nécessairement accuser les Russes de devoir donner l'information. Donc le problème, il est vraiment général à ce niveau-là. Et nous, on le voit, il prend une importance qui est grandissante. Alors, on ne va pas oublier la courte question de Renaud Belay, et qui est adressée à Marcine, qui va y répondre brièvement pour laisser deux autres questions venir. Very briefly, thank you, Rena. Oui, merci. Alors, oui, j'en ai parlé dans la première partie de mon intervention. À long terme, effectivement, il faut se dire que la Russie ne va pas disparaître, elle sera toujours là, et elle aura des intérêts qui seront ceux d'une superpuissance, d'une puissance mondiale. Sur le plan démographique, économique, c'est une puissance régionale. Il y a une pression en Extrême-Orient en raison de la Chine, et le système dans son ensemble, enfin le système russe n'est pas entièrement fonctionnel et il pourrait s'effondrer tôt ou tard. Mais pour des raisons territoriales, historiques, militaires, la Russie finira par être une superpuissance à l'échelle mondiale, il faut le reconnaître. Et ça, donc l'Union européenne doit élaborer une stratégie par rapport à cela. Et il faudrait qu'elle soit la plus cohérente possible par rapport à la Russie. Il y aura bien entendu différentes voies possibles. Si la Russie devient moins provocante sur le plan militaire,
par rapport à l'Europe, si on peut trouver des solutions aux conflits, notamment avec l'Ukraine ou d'autres conflits qui existent toujours, hein, et en Géorgie notamment, l'Azerbaïdjan. Bon, si ces problèmes sont réglés, il y aura une façon de parler à la Russie, mais la Russie restera une puissance à l'échelle mondiale. Ce ne sera pas comme un pays comme la Pologne ou un autre pays qui n'a pas cette dimension. Donc ça, ce serait le long terme. Mais à court terme, dans l'immédiat, il faut continuer de montrer notre solidarité. Il y a les sanctions, bien sûr, mais il y a également un consensus à maintenir sur justement la coopération militaire au sein de la Russie, au sein de l'OTAN par rapport à la Russie. Il faut arrêter de dire que on va retourner au business as usual malgré les circonstances, parce que c'est ce genre de choses qui va battre en brèche la crédibilité de l'Europe, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'OTAN ou de l'Union européenne. Monsieur Bureau. Et puis ici, j'ai une ou deux questions, je ne sais pas comment. Là, et puis ensuite, il faut descendre par là. Je vous en prie. Descendez plus bas. Hop, voilà. Et après, le micro, vous le ferez remonter. Voilà. Alors, Vivien. Bonsoir, Vivien Bureau, étudiant un peu âgé en doctorat de sciences politiques. Le constat est mitigé, les perspectives tout autant sur l'Europe de la défense. Alors, ma question est simple. Peut-on malgré tout être optimiste à moyen terme, dans les 5 ans sur l'Europe de la défense, ou est-elle condamnée à rester une belle endormie? Autrement, c'est sa thèse qu'il restera, donc il serait évidemment malheureux. Alors, je vous en prie. Bonsoir, je m'appelle Comorio, je suis étudiant à Sciences Po en bicursus avec la Sorbonne. Et du coup, ma question, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre dont on parle très peu, qui est la guerre menée par la Chine contre le reste du monde. Vol technologique, vol de découvertes scientifiques, espionnage industriel. Quels moyens concrets est-ce que l'Europe pourrait mettre en œuvre pour contrer l'impérialisme chinois? Merci. Alors, on remonte un peu plus haut parce que Pierre-Alexis, vous passez votre tour pour une fois? Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis russe. Voilà. Bienvenue. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de menaces russes. Et moi, première question, c'est quelles sont vraies raisons pour la Russie de menacer la Pologne? Je souligne les vraies raisons. Et la deuxième question, comment on peut créer l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans le secteur d'industrie d'armement si la plupart des pays de l'Union européenne achètent en préférence l'armement américain que européen? Merci beaucoup. C'est le plus européen des intervenants. Alors, merci beaucoup, merci pour ce passing shot. On va laisser répondre dans l'ordre inverse, comme ça Marcine conclura. Jean-Pierre. Alors, il faut commencer la belle endormie. La belle endormie. La Chine, les achats militaires européens, ou plutôt américains. Moi, je suis ces questions-là depuis 30 ans maintenant. Honnêtement, depuis 2 ans, alors c'est vrai qu'on parle de CAR, de PESCO, Fonds européen de défense, mais franchement, on n'avait jamais vu des initiatives de ce type auparavant et arriver avec une telle vitesse. Se mettre en place avec une telle vitesse. Mon micro qui est... Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est un petit peu sur la corde raide. Après, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça soit mis en place et que ça fonctionne véritablement. Mais si vous prenez PESCO plus Fonds européen de défense, si on le fait fonctionner correctement, on va élaborer des capacités militaires définies par l'Union européenne en coopération et non plus chacun de son côté. On les fera financer par l'Union européenne. Et si on prend le Fonds européen de défense, en plus, normalement, si on associe bien tout le monde, on achètera plutôt des matériels européens que des matériels américains. Alors c'est vrai qu'il manque le sommet. Encore une fois, il manque entre
entre la stratégie globale et ces initiatives qui restent finalement techniques, il manque l'intermédiaire. Donc il y a un risque à ce niveau-là. La Chine, je ne sais pas si on peut parler de guerre, mais oui, il faut faire attention, c'est tout. Sur les questions d'investissement étranger, notamment, mais si on est un peu sérieux, on a quand même les moyens de se prémunir contre ce genre de choses. Simplement, il faut être un peu plus prudent et il faut faire attention et il ne faut pas être naïf, effectivement. Après, est-ce qu'en termes de législation, est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires à prendre ? À voir. Mais si vous prenez par exemple le screening des investissements étrangers au niveau de l'Union européenne, alors le screening, il y aura une forme d'échange entre les États européens sur les investissements étrangers. On n'est pas encore sur un contrôle européen des investissements étrangers. Mais vous auriez posé cette question il y a 10 ans, tout le monde vous aurait dit non au niveau de l'Union européenne. Donc ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Et honnêtement, derrière, il y a effectivement la question chinoise. Que ce soit les Allemands notamment qui ont évoqué le sujet. Nous, on le connaît bien en France. Et je pense qu'il y a d'autres pays européens qui sont sur la même longueur d'onde. Donc l'Europe est en train de s'organiser sur ces questions-là. Merci Jean-Pierre. Martine, vous répondez, puis vous concluez. Je vous laisse la conclusion. Yes. Oui, pour répondre, et puisque Jean-Pierre a dit 2 mots sur la Chine, j'en dirai moi-même sur la belle endormie. Si l'on voit les financements qui viennent du Fonds européen de la défense, un cofinancement, donc vous aurez 13 milliards d'euros qui seront apportés par la Commission européenne, multipliés par 4. À terme, si nous priorisons, si nous recentrons cet argent sur les bonnes technologies, il y aura des technologies compétitives qui en sortiront. Maintenant, si l'Union européenne où l'initiative de défense européenne développe ses propres capacités opérationnelles, c'est-à-dire la capacité d'intervenir directement. Vous avez un certain nombre d'opérations qui feraient intervenir différents pays. Bon, à mon sens, là, c'est une question encore ouverte, mais pour ce qui est de l'industrie de la défense, je suis plutôt optimiste. Maintenant, pour la question de notre collègue russe, je dirais ceci. Et la façon dont je parle toujours à mes amis russes, parce que c'est un débat où malheureusement on a moins de dialogue avec nos amis russes que par le passé, mais enfin on a quand même encore des dialogues avec nos collègues russes, pour dire ceci. Pour ce qui... ce qui constitue une menace, c'est la volonté et la capacité. Du côté des capacités, on le voit partout sur Internet, on voit les moyens militaires russes, les forces qui sont présentes sur le district ouest de la Russie, les capacités qui sont déployées, les exercices des forces russes, et on n'a pas besoin d'aller dans les documents confidentiels, on peut aller sur les forums russes et sur Internet, enfin il y a beaucoup de sources qui sont très claires, qui montrent que la Russie a la capacité de mener des opérations militaires contre l'OTAN, contre les États baltes, si elle le souhaite. La capacité est là. Je m'en tiendrai là. Maintenant, l'autre question, donc la capacité aussi, d'ailleurs, les meilleurs systèmes du monde pour ce qui est de systèmes de défense antiaérienne, de déni d'accès, les nouveaux systèmes de missiles qui ont été présentés par Vladimir Poutine et des moyens stratégiques qui sont à la pointe de la technologie, qui dépassent même les États-Unis. Donc la capacité est là. Pour ce qui est des forces terrestres, ils ont 300 000 troupes russes du côté russe
contre peut-être 100 000 du côté de l'OTAN. Enfin, quand vous voyez les forces nationales plus la présence de l'OTAN. Maintenant, la vraie question, c'est la volonté, parce que vous pouvez avoir autant de moyens militaires que vous le voulez. La question est ensuite de la volonté ou de l'intention. Quelles sont les intentions? Maintenant, en tant que Polonais, je veux dire que nous ne comprenons pas les motivations des intérêts russes. On peut comprendre que l'Ukraine, on voulait arrêter l'expansion de l'OTAN ou de l'Union européenne, cela battait en brèche l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais enfin, l'étape suivante, c'est quoi, hein? Si on voit ce qu'est la nouvelle architecture de sécurité, si on lit entre les lignes, qu'est-ce que serait l'idée de la Russie sur cette architecture? Ce serait que la Pologne ne développe pas tel ou tel moyen, ou que le Biélorusse s'intègre à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la Russie voudrait empêcher ces pays de s'intégrer à ce bloc européen. Donc la question là, quelles sont les intentions? Je veux dire qu'on ne sait pas. Moi, ce que je ne demanderais pas mieux que d'entendre la Russie préciser ses intentions, qu'on sache exactement ce qu'elle veut, ce qui serait nécessaire, ce qu'on pourrait faire pour faire baisser les tensions dans la région. Hein, qu'elle nous dise ce qu'elle veut, et je crois qu'il y aura moyen d'y répondre et de faire peut-être bouger la donne en Russie. Alors, ce serait peut-être pas tout de suite réalisé, mais enfin, quand on voit les développements économiques, on n'a pas à faire maintenant une nouvelle guerre froide. C'est pas du tout le contexte qui était celui de la guerre froide, parce que vous avez des contacts étendus, des relations étendues entre la Russie et le reste du monde, des contacts économiques, des relations économiques qui peut-être permettront à la Russie à revenir à de meilleurs sentiments et éviter cette tension. Voilà, ce serait en quelque sorte mes mots de conclusion.